Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle analyse fondamentale de la société LDC en date du 1er mai 2024. Vous connaissez sûrement cette société qui possède les marques Le Gaulois, Loué, Maître Coq, Marie et encore Matine, notamment si vous êtes français et vous faites vos courses dans les grandes et moyennes surfaces. J'ai déjà fait quelques petites analyses sur LDC, mais là on va essayer de rentrer en profondeur dans le business, le marché, le management, l'allocation du capital. Bref, j'ai 100 slides à vous passer. On va tout de suite passer à la slide suivante. Précaution d'usage, avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Que fait LDC? LDC, au niveau de ses activités, c'est le leader de l'agroalimentaire dans l'industrie de la volaille. C'est le numéro 1 en France et un des leaders en Europe. La société possède 3 pôles, un pôle volaille, un pôle traiteur et un pôle international. Elle est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit, c'est-à-dire en amont de la volaille, c'est-à-dire au niveau de la collecte de céréales pour nourrir les volailles, de l'accouvage donc au niveau des poussins et à l'organisation de la production, mais également à l'aval. En découpe, elle possède des abattoirs et au niveau de la distribution et de la commercialisation, donc elle a sa logistique en propre et donc c'est verticalement intégré. La société a été créée en 1968 et les initiales LDC pour les 3 familles fondatrices Lambert, Dodard et Chancerelle. Elle est présente dans 6 pays européens, la France, la Pologne, la Hongrie, la Belgique, le Pays de Galles et l'Espagne. On a une IPO qui s'est faite en introduction en bourse en 1995. La société, depuis 1995, fait 1406% de performance dividende réinvestie, soit une performance annuelle moyenne de 10%, ce qui est vraiment très très convenable dans une société de ce type dans l'agroalimentaire qui est un secteur vraiment très compliqué. Les résultats 2022, on a un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros, un résultat opérationnel de presque 300 millions d'euros, soit une marge de 5,1%, des dividendes qui s'élèvent à 47,3 millions d'euros, soit un payout ratio de 21%, des free cash flow quand même assez élevés malgré des investissements également élevés à 237,5 millions d'euros. Et enfin, on a un actionnariat qui est aligné et on a pas mal de parties prenantes au sein du capital. Donc on a les familles, je crois que la famille Dodard n'est plus au capital, mais on a la famille Hutpin qui est dans l'amont, qui est entrée au capital en 2001, donc qui détiennent 69,3% du capital de concert. Donc les 3 familles, les familles en tout, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas s'il y a la famille encore Dodard au capital, mais ça représente 1,8 milliard d'euros. On a les parties prenantes, notamment la CAFEL, qui est la coopérative agricole des fermiers de Loué qui détiennent donc 9,4% du capital, soit 242 millions d'euros. Donc on a à peu près 1000 éleveurs dans cette coopérative. Donc les éleveurs de Loué détiennent du capital de LDC, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, en termes d'alignement d'intérêt. Et on a Sophie Prodéol, partenaire financier, qui détient 3,1% du capital. Donc voilà un petit peu pour la répartition du capital et une petite présentation rapide de la société. On peut voir qu'elle a un taux de croissance annuel composé de 9,51%, donc ce qui est vraiment pas mal. On a un peu souffert en 2005, sinon on a une très belle croissance continue et donc 9,5% par an, c'est plutôt pas mal. La croissance organique est bien présente depuis 9 ans, sauf en 2021. Et au niveau du mix d'activité, on a le chiffre d'affaires qui se répartit à 79,1% dans le pôle volaille et amont.
13,9% dans le pôle international et 14,2% dans le pôle traiteur. Et au niveau du mix géographique, la société vend ses produits à 77,5% en France et 22,5% à l'international. Maintenant, encore un petit zoom sur le business. Donc, comme je l'ai dit et je vais un peu le répéter, donc la société est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval au niveau de la volaille, tout en étant leader en France avec plus de 40% de part de marché. Et cette intégration verticale et cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, elle est garante d'une compréhension vraiment très fine des enjeux de la filière avicole. Mais on a également des synergies de coûts évidentes et vraiment une anticipation des résultats qui peut être améliorée, une visibilité sur les résultats qui peut être améliorée par cette intégration. Donc, au niveau des avantages concurrentiels, j'ai identifié les actifs intangibles. On a des marques fortes chez LDC qui sont notamment Loué, Le Gaulois, Maître Coq, vous les connaissez forcément si vous êtes français et vous faites vos courses. Donc c'est des volailles de qualité chez LDC. Elles sont bien identifiées, bien marketées, un socle solide dans les habitudes de consommation des Français et on n'a pas vraiment de risque de cannibalisation entre les marques car finalement les marques sont situées sur différents segments de marché. Loué, on est vraiment sur le top du top. Loué, label, donc vraiment plus premium et donc plus cher et logiquement un peu mieux margé. Et les autres marques sont un peu moins premium et un peu de moins bonne qualité. Les volailles vivent moins longtemps. Après, je ne m'y connais pas vraiment énormément là-dessus. Mais voilà un petit peu pour les actifs intangibles marque forte. J'ai noté également l'efficience opérationnelle parce que il y a notamment que le prix de vente qui compte, notamment pour les clients en GMS. J'ai noté qu'on a un process interne quand même très efficient, donc notamment avec cette intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur. On n'a plus vraiment de concurrents en France car ils ont fait faillite ou ils sont fait racheter par LDC. Et donc, on a un modèle difficilement réplicable. William Higgins nous dit dans l'interview de S'investir que LDC en France dans les années 90 donnait de beaux tableaux avec les parts de marché en France et depuis quelques années, ils ont arrêté en disant bon, il n'y a plus de concurrents sérieux en France. Au niveau de la récurrence, je trouve que c'est quand même assez récurrent et défensif parce qu'on a un besoin fondamental de se nourrir et notamment de manger des protéines. Vous le savez que c'est quelque chose, les macronutriments c'est quelque chose d'important et le poulet c'est la viande la moins chère avec donc 8,3 € par kilo avec des qualités nutritionnelles supérieures aux autres viandes pour un impact environnemental moindre et les œufs c'est encore mieux. On le verra plus tard. Donc je vous ai mis en bas un petit peu la pyramide de Maslow et les besoins physiologiques de se nourrir c'est vraiment un besoin fondamental. Ensuite, au niveau des leviers de croissance, on a la continuité du momentum de la volaille face aux autres viandes parce qu'on est vraiment en forte croissance face aux autres viandes. On a une reconquête des volumes perdus par l'importation qui représente 50% de la consommation de volaille en France. On a une augmentation de la consommation d'œufs parce que c'est la protéine la plus complète et la plus compétitive. On a une montée en puissance des élaborés et de l'innovation, volaille prédécoupée, précuite, élargissement de la gamme vers de nouveaux produits, plus premiumisation avec le label bio, label rouge et le bio. Faut savoir qu'au niveau des élaborés, en France, la part de consommation des élaborés est passée de 15% en 2000 à 30% en 2018 et on a une tendance qui se poursuit. Et donc on a un effet prix mix plus positif pour LDC sur des élaborés que juste sur une volaille entière vendue en poulet entier par exemple. Ensuite,
Comme levier de croissance, on a le cooking fatigue chez le traiteur, et c'est une évolution structurelle du mode d'alimentation des ménages, même si je préfère un bon gros repas bien fait maison. Les ménages, eux, avec la raréfaction du temps, le télétravail, la flemme de faire à manger, mangent de plus en plus de produits traiteurs, et notamment des plats préparés comme des plats préparés mariés. Au niveau levier, on a également l'expansion internationale avec la croissance organique plus les acquisitions, comme Indicpol actuellement en négociation en Pologne. LDC deviendrait vraiment le leader de la volaille en Europe, parce que Indicpol est elle-même la leader de la volaille en Pologne. Et ils ont déjà Drozed en Pologne, donc ils sont déjà implantés en Pologne depuis les années 2000. Au niveau de l'histoire de la société, on va voir tout de suite que c'est vraiment une histoire qui est ancrée au sein des familles et depuis plusieurs générations. On peut voir ici en 1909 les débuts de la famille Lambert au marché local, donc ça fait vraiment plus d'un siècle là par là-dessus. Donc en fait, dès les années 1950, la famille Lambert, elle est basée à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, et la famille Dodard et Chancerelle ancrée à Saint-Denis d'Anjou en Mayenne. Ils sont reconnus pour leurs volailles de qualité sur leur marché, et elles détiennent chacune de ces familles de leur côté des étals au marché Loué et Châteauneuf-sur-Sarthe. Elles sont également voisines sur le plan géographique et jumelles par leur activité d'abattage de volailles. Les deux entreprises familiales partagent des valeurs communes et un savoir-faire reconnu, et c'est ainsi en 1968 que naît le projet de fusion pour évoluer et soutenir la croissance de la volaille liée au développement de la grande distribution. Donc, face donc à l'émergence de nouveaux modes de consommation, notamment la grande distribution, parce qu'avant il n'y avait que les marchés et les petites boutiques de village et de ville, bien sûr. Et donc, fort de leur expertise en volaille fermière, donc toujours avec vraiment, depuis le début, une expertise sur les volailles fermières de qualité bien élevée, on a un projet en 1970 qui donne finalement la fusion et donne la naissance à la société LDC. Et donc, on a une nouvelle usine composée de 90 personnes, capable de répondre aux attentes des clients, notamment de la GMS, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et donc, le groupe se diversifie et se développe vers la découpe de volailles, les élaborés, et plus tard le marché et le traiteur. En 84, l'image du bas et du milieu, on peut voir le premier PDG du groupe LDC, Rémi Lambert, à droite, donc il est assis, et son successeur Gérard Chancerelle à gauche. En 2019, on peut voir cette belle photo avec les familles Lambert, Chancerelle, Guillet et Hudepin qui dirigent toujours le groupe LDC. Donc c'est vraiment une société vraiment très très familiale. Donc voilà, là j'ai mis l'évolution vraiment historique avec les années. Donc 1968, fusion des deux sociétés en Pays de Loire. On a 95 introductions en bourse, 2001 rapprochement de l'entreprise Hudepin, les débuts de l'amont. On a 2005, la société dépasse 1,5 milliard de chiffre d'affaires. 2009, acquisition de Marie dans le traiteur et d'arrivée détenteur de la marque Maître Coq. 2015, reprise des activités d'abattage et de produits élaborés de Sophie Protéol, filiale du groupe Avril, et lancement de SVB, Société Bretonne de Volaille, filiale destinée à reconquérir les volumes des importations. En 2018, on a acquisition de 70% de Transit
En Pologne, 108 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2019, expansion en Belgique. 2021, entrée sur le marché britannique avec l'acquisition de Capstone. 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rachat du groupe Ronsard, qui est le 4e acteur sur le marché de la volaille en France auprès de Reden. Et 2023, LDC publie un chiffre d'affaires annuel de 5,8 milliards d'euros. Donc voilà un petit peu pour ce développement sur une fresque plus temporelle. On va passer tout de suite à l'analyse finalement des métiers de LDC. Donc en fait, LDC, elle présente 3 secteurs opérationnels qui sont le secteur de la volaille, le traiteur et l'international. L'activité amont est intégrée dans le secteur volaille et LDC est présent, comme je vous l'ai dit, dans 6 pays européens. Au niveau vraiment du groupe, elle a polarisé vraiment ses activités pour la volaille avec le pôle amont. Donc le sous-pôle de la volaille, c'est le sous-pôle amont. Donc plusieurs métiers tels que la collecte de céréales, l'accouvage, la fabrication d'aliments, l'organisation de la production et le conditionnement d'œufs de consommation. Au niveau de la volaille, c'est le cœur de métier historique du groupe avec l'abattage, la préparation, la commercialisation de volailles et comportant des sites de production à partir des sites de production et des plateformes logistiques intégrées dans le groupe en propre. Et en international, on a le même modèle que la volaille en France, dans les 5 autres pays que la France que je vous ai cité plus haut, et c'est des produits destinés aux marchés locaux ou à l'export. Et pour le traiteur, on a la fabrication de plats cuisinés, pizzas, sandwichs, galettes, crêpes, produits ethniques, pâtes à dérouler, quiches, tartes, tourtes, plein de choses qu'on va voir plus tard. Au niveau vraiment du pôle amont, on va voir ça tout de suite ici. On a la création du pôle amont qui est initiée par le rapprochement en 2001 avec le groupe Hutpin qui est vraiment au capital depuis 2001 de LDC. Donc en fait ça a permis cette création du pôle amont d'acquérir un savoir-faire en matière de production de volailles, d'organisation de la production de volailles, vivante depuis l'accouvage, donc depuis vraiment les poussins, la naissance des poussins et même la création des poussins, de production d'œufs de la part de poules pondeuses, de la fabrication d'aliments également. Et on a un développement d'une offre 100% française avec une traçabilité des produits renforcée dans laquelle le consommateur se retrouve. Donc on est vraiment intégré verticalement, ce qui permet une grande traçabilité. Et on a plusieurs milliers d'éleveurs qui travaillent pour LDC sur la base d'un système de contractualisation qui permet une sécurisation à l'avance des revenus, un accompagnement individuel des éleveurs, ça c'est du côté éleveur, mais ça permet selon moi une meilleure visibilité et récurrence du business de LDC. Au niveau de l'amont, j'ai pris vraiment le papier de Euroland et ils estiment que 40% des approvisionnements du groupe sont faits par le pôle amont, le reste étant fourni par des coopératives externes et vraiment un modèle, ce qui permet vraiment d'avoir un modèle intégré et solidement maîtrisé. Donc au niveau du chiffre d'affaires amont, on a de la volaille vendue à des tiers, l'accouvage ce sont des poussins vendus à des tiers, des œufs de consommation et l'agronégoce, collecte et stockage de céréales. On a un chiffre d'affaires de 406 millions d'euros en 2022-2023 et il est dominé par la vente de volailles et d'œufs qui représente 70% du pôle amont qui est dans le pôle volaille, je vous le rappelle. Sur les œufs, LDC a racheté Matine en 2022, ça fait un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros pour un volume de 250 millions d'œufs, ce qui renforce sa position de leader sur le segment de l'œuf alternatif, c'est-à-dire l'œuf qui n'est pas élevé en cage, label rouge, bouillot, plein air et sol. Et donc le groupe LDC est leader sur le segment des œufs label rouge et bio. Le segment croît de manière régulière depuis 10 ans et constitue un rouage essentiel du système LDC porté principalement par la vente d'œufs en grande et moyenne surface et d'ovoproduits en grande et moyenne surface, mais également en restauration hors domicile.
On peut voir ici la très belle évolution du chiffre d'affaires du pôle amont. Donc, on était en légère décroissance jusqu'à 2017. 2016-2017 et depuis on a une belle croissance annuelle en organique et par acquisition et on peut voir vraiment cette répartition du mix amont. 35,8% ce sont les œufs, 16,7% ce sont la couvage, 34% pour la volaille et 13,5% pour l'agro-négoce. Donc voilà un petit peu pour ce pôle amont. Il faut savoir que au niveau du pôle amont et pour LDC en général, on a un levier de croissance assez important sur les œufs que j'estime moi-même, parce que c'est la protéine la moins chère et la plus biodisponible pour le corps. Et là, je vous ai mis la valeur biologique de l'œuf entier et on peut voir qu'il est de 100% face à toutes les autres protéines, lait de vache, blanc d'œuf, poisson, bœuf, poulet. C'est vraiment une valeur biologique très très élevée parce que, pardon, toute protéine est constituée d'une chaîne d'acides aminés et donc cela signifie que en fait une protéine à haute valeur biologique, on retrouve l'ensemble de tous les acides aminés qui sont essentiels pour le corps, les acides aminés essentiels et que notre corps ne peut pas produire. Et on a également les acides aminés non essentiels que le corps peut produire à partir d'autres acides aminés. Et les deux protéines les plus riches en protéines sont le lait de vache et les œufs entiers. Et donc, ce sont les deux protéines à la plus haute valeur biologique. Donc, si vous ne saviez pas ça, vous l'avez appris aujourd'hui. Bref, on continue. Métier de la volaille, donc vraiment on exclut l'amont et on se concentre vraiment que sur la volaille, c'est le cœur du réacteur. Au cours du temps, l'activité a très fortement évolué vers la découpe et la fabrication d'élaborés en réponse aux évolutions de mode de consommation. On est vraiment sur un acteur européen déjà incontournable en France et de plus en plus incontournable à l'international et on essaye vraiment de reconquérir les volumes perdus. Ça sera un point d'attention plus loin dans la vidéo et on a une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de la volaille de 7% post-acquisition. Et donc, on a presque 4 milliards d'euros en 2022. Donc, très belle croissance contre 2 milliards en 2013. Et on a également une augmentation des tonnages commercialisés, ce qui est plutôt positif. On atteint à peu près 700 000 tonnes de volailles commercialisées en 2017, franchement impactées par l'influenza aviaire, donc les poules qui ont dû être confinées et abattues en 2022. Au niveau vraiment du mix client, LDC est de moins en moins dépendant du secteur de la GMS au fil du temps. Ils ont su rééquilibrer très bien le mix client à travers le temps. En moins de 10 ans, la part de volaille, la part du chiffre d'affaires volaille réalisé dans la GMS est passée de 65% à un peu plus de 50% malgré de forts gains de part de marché dans la grande distribution. Voilà un petit peu pour le mix client. On est de plus en plus diversifié et ça, c'est positif. Au niveau de la volaille, pourquoi on a cette croissance? On a une croissance multifactorielle grâce à une qualité qui est au rendez-vous. C'est vraiment LDC, le groupe qui occupe la première place de la volaille labellisée et a su se bâtir une belle notoriété en capitalisant sur une production de qualité supérieure et reconnue à la fois. Donc on a 3 labels nationaux qui sont le label rouge, une AOC, appellation d'origine contrôlée, et donc on a le label rouge qui est signe de qualité supérieure qui est délivré par le ministère de l'Agriculture, et on a également les labels loués. Donc on exploite ainsi des labels loués leader en label rouge, le label Land, second bassin du label rouge, et la Bresse AOC. On a également l'Ardèche, la Bretagne et l'Auvergne.
Donc, on a des marques nationales extrêmement fortes, Loué, Le Gaulois, Maître Coq, mais aussi Poultoc sur la restauration hors domicile. Chacune de ces marques dispose de sa propre identité visuelle et d'un positionnement bien précis dans la gamme du groupe et d'une notoriété très élevée. Donc, vous le voyez ici, Loué, c'est des poulets bio, label rouge, bio, le poulet fermier, label rouge bio ou IGP. Donc, un peu plus de 1000 éleveurs, presque 30 millions de volailles. 25 millions de boîtes d'œufs, très belle notoriété, marque B2C. Le Gaulois, c'est pareil, sauf qu'on est sur des poulets 100% français avec élevé avec des céréales françaises. Et Maître Coq, pardon, poulet nourri aux graines. Donc, on a vraiment des marques différentes. Maître Coq, ça sera un peu plus les élaborer, louer vraiment de la volaille pure, et le Gaulois un peu de poulet prédécoupé, un peu d'élaboré, un peu tout. Et Poultoc, ce sont les poulets pour le B2B, donc la restauration hors domicile. Et selon Euroland, la marque est représente plus de 70% des ventes du groupe en GMS, le reste étant des ventes pour la marque de distributeur, les marques de distributeurs. Au niveau international et export, qui est compris dans l'international, on va faire un petit focus tout de suite sur l'export. L'objectif de l'export, c'est de commercialiser les spécialités à l'export depuis la France vers d'autres pays, ou depuis la Pologne ou la Hongrie vers d'autres pays dans lesquels LDC n'est pas implanté. On a un taux de croissance annualisé moyen supérieur à 10% au niveau de l'export depuis 2014. Au niveau international maintenant, LDC, c'est le 4e acteur le plus important du marché de la volaille en Pologne, et c'est le 3e plus grand acteur en Hongrie. Donc, on a un deuxième relais de croissance qui est l'international au niveau de ce pôle international. Ensuite, après l'export, on a vraiment une stratégie internationale de croissance avec une stratégie d'implantation locale dans des pays où les marchés de consommation sont porteurs et les fondamentaux économiques sont solides. Croissance du pouvoir d'achat, richesse de la filière avicole et de l'amont. LDCI réplique son modèle né, élevé et transformé localement dans d'autres pays. On a une implantation par acquisition d'acteurs locaux, puis une croissance organique. Côté mix, on a vraiment des ventes qui sont bien équilibrées entre différents canaux de distribution, avec une part importante dédiée à l'export. En 2022, on a vraiment 43% des ventes du pôle international qui sont dédiées à l'export, contre 24% pour la GMS et 33%. C'est l'inverse, 33% pour la GMS et 24% pour la restauration hors domicile à l'international. Et en matière de M&A, elle a fortement nourri la croissance du pôle jusqu'en 2019, et ça risque de continuer si l'acquisition de Indicpol est actée. Et là, on peut voir vraiment une très très belle croissance du chiffre d'affaires. On est passé de 202 millions d'euros en 2014 à 813 millions d'euros en 2023, ce qui est vraiment pas mal pour ce pôle international. Ensuite, pôle traiteur, qui est très très intéressant, qui est né en 1994 de rachats successifs, et on a encore enrichi ce pôle traiteur en 2009, et ça constitue vraiment un pôle de développement important pour le groupe. Pardon. On a une capacité d'innovation avec des outils industriels et logistiques performants, et le positionnement de marque permettant au groupe de se différencier sur un marché qui est très très concurrentiel, tout en étant le numéro 1 français des plats cuisinés en frais et en surgelé et produits asiatiques, et en numéro 2 des sandwichs, quiches et pizzas. Donc, c'est plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, position sur 55% du rayon frais, une marque leader Marie, l'exigence de la bonne cuisine. On a
comme but avec ce pôle traiteur de diversifier l'activité historique du groupe. Large gamme de produits, comme on l'a dit avant, plats cuisinés, pizza, sandwich, frais ou surgelés, marque propre ou marque de distributeur. Produits à forte valeur ajoutée, 15% du chiffre d'affaires total, croissance organique supérieure à 6%, avec à la fois une hausse des prix et une hausse des volumes. On a une concurrence rude, mais LDC surperforme sur un marché qui croît plus rapidement que celui de la volaille. Donc là, je vous ai mis un petit peu voilà, la croissance ici du chiffre d'affaires. Donc on est passé de 496 millions d'euros en 2014 à 827 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est plutôt pas mal. À droite, en haut, on a la surperformance du traiteur de LDC au niveau du frais et des surgelés. Donc on surperforme presque chaque année. Et au niveau des parts de marché des plats cuisinés frais, on a 41% de parts de marché en valeur devant Fleury-Michon qui a 29% et 21% des marques de distributeurs. Et au niveau des plats cuisinés surgelés, on a 18% de parts de marché devant Findus à 11% et devant Maggi à 4%. Et là, je vous ai mis vraiment à droite leader du marché sur les plats cuisinés individuels, part de marché en valeur. Et on peut voir que Marie et Weight Watchers depuis 2019 ont surperformé et gagné des grosses parts de marché avec vraiment une belle surperformance à ce niveau-là. Et je vous ai mis les produits qui peuvent être vendus ici. Au niveau de la croissance, on a une croissance qui se fait grâce à une organisation décentralisée et agile, des équipes mobilisées pour la performance du groupe, des outils industriels performants, une identité locale et engagée incarnée par des marques fortes et une fidélité des consommateurs, une capacité d'innovation de produits qui permet de capter toutes les nouvelles tendances de consommation, des positions de leader de marché fortes, des relais de croissance déjà en place à l'international et avec le traiteur, une capacité d'acquisition et d'intégration démontrée et une bonne santé financière portée par un actionnariat familial stable. Au niveau du taux de croissance, on l'a déjà vu, très belle croissance avec 9,5% par an de croissance du chiffre d'affaires. Pardon. Au niveau de la croissance organique, donc croissance organique, elle a été très belle depuis 9 ans. On a seulement eu une nombre au tableau à moins 1,4% en 2021, mais sinon on est vraiment supérieur à 2% en termes de croissance organique moyenne sur ces 9 dernières années. Alors c'est assez compliqué sur la consommation individuelle de viande en France. Donc on est vraiment en diminution sur cette consommation individuelle de croissance de viande en France. On est passé de 90 kg d'équivalent carcasse en France en 90 à moins de 85 kg équivalent carcasse en 2022, donc une baisse de la consommation de volaille en France qui peut s'expliquer de la viande, pardon, pas de la volaille, c'est la viande en général, et on peut expliquer ça par une montée en puissance du végétalisme, véganisme, avec vraiment une prise en considération du bien-être animal, de l'impact environnemental néfaste de la consommation de viande et de l'élevage, des qualités nutritionnelles de la viande de plus en plus remises en question et un impact nocif de la viande rouge sur la santé avec possiblement des développements de maladies graves et des prix qui sont vraiment devenus prohibitifs. À ce niveau-là, on peut voir que la consommation de viande ici est en décroissance, notamment au niveau des ovins, caprins, du bovin et le porc qui se maintient quand même. Mais on peut voir la courbe noire qui sont les volailles qui sont très très belle croissance et les volailles qui sont encore derrière le porc en termes de mix conso des Français, mais qui ne devraient pas tarder à le dépasser parce que la volaille est devenue plus compétitive que finalement le porc actuellement. 600 tonnes d'équivalent carcasse consommées en 70
Et donc, on a plus de 1800 tonnes équivalent carcasse en 2022 dans consommation française. Donc, la volaille vraiment en très très belle croissance ici. Et par rapport à la consommation totale de viande, on a un tiers des volumes de volaille contre 16% en 1970. Ça représente 16% du mix. Et on est encore derrière la viande de porc, mais depuis 2015 devant le bœuf. Et sur la GMS, pour la première fois en 2023, la consommation de volaille a dépassé celle du bœuf. Donc voilà un petit peu consommation individuelle de volaille en France, 1970-2022 en kilos équivalent carcasse en 2022. Si on standardise par habitant, parce que la France est passée de 50 millions en 70 à près de 70 millions d'habitants en 2022-2023, on est vraiment sur une tendance très positive pour la volaille parce qu'elle a plus que doublé en 50 ans pour passer de 12 kilos équivalent carcasse à 28 kilos équivalent carcasse en 2022-2023. Donc pourquoi on a de la croissance finalement de la volaille? Parce qu'en fait on a une viande qui est compétitive et qui creuse l'écart avec les autres viandes. Donc on est sur la seule viande à progresser en consommation. On est vraiment sur la viande très très compétitive, 8,30 € le kilo comme je vous l'ai dit avant, alors que toutes les autres viandes sont plus chères, et on a vraiment un bon momentum sur la viande. Et pourquoi le poulet est si abordable? Là je vous ai mis le CMD donc de Scandi Standard, donc une société suédoise qui fait à peu près la même chose que LDC, même si c'est pas une concurrente parce qu'elle reste que dans les pays baltiques. Donc en fait on a un cycle de production très court, juste au-dessus d'un mois. On a des ressources qui sont vraiment faibles pour élever ce poussin. Donc la nourriture, les émissions, l'énergie et l'infrastructure, elle est moins importante que les autres viandes et poissons. Et on a vraiment un haut taux de survie car les productions sont sous contrôle environnemental. Donc au niveau des qualités nutritionnelles, elles sont supérieures et on a un impact environnemental moindre. Voilà un petit peu ici au niveau du CO2 par kilo de protéines produites. Donc on peut voir que le poulet, la volaille, c'est vraiment très très faible, même inférieur au porc, et on peut voir que le bœuf, c'est assez élevé. Et au niveau des GES, on a de très très faibles GES. Au niveau du poulet, on est à 10 contre par exemple le bœuf, on est à peu près 100 si on prend en compte le méthane, et le poulet c'est le seul animal qui n'émet pas de méthane. Au niveau de la croissance, on a également, on peut l'expliquer notamment par un développement de l'offre qui est très dynamique, les modes de consommation qui ont beaucoup évolué. Quand l'offre de viande traditionnelle n'a que peu changé, un poulet entier c'est un poulet entier. Donc on a une industrie de la volaille qui a fait preuve d'opportunisme, notamment LDC, en investissant massivement dans son produit pour structurer une gamme plus adaptée et plus adaptée aux nouvelles tendances de consommation, et surtout plus innovante à travers la montée en puissance des produits élaborés, donc qui sont la volaille prédécoupée, pré-cuite, élargissement de la gamme vers de nouveaux produits, augmentation des volumes issus de cette diversification. Et on a vraiment du coup un fort effet prix parce que les découpes et élaborées, on a une plus forte valeur ajoutée par rapport à la volaille standard, et la part de ces produits dans la consommation totale de volaille française est passée, comme on peut le voir ici, de 15% en 98 à plus de 30% en 2018, et ça continue à augmenter. Je pense que cette tendance va se poursuivre, et également au niveau des découpés, on est passé de 33% à 48%, et au niveau
des poulets entiers. On était à 52% de la consommation en 98 et on n'est plus qu'à 22% en 2018. Donc voilà un petit peu pour cette tendance qui se poursuit. Au niveau vraiment de la gamme, en fait, vraiment, vous pouvez voir qu'avant on était assez limité avec des poulets entiers si on se réfère à l'époque en 98. Et là, on a vraiment une montée en gamme avec des découpés qui montent très très cher à plus de 30 € le kilo. Là, si on met du label rouge Carrefour, des filets, donc c'est vraiment très très cher. Même en fait les cordons bleus, vous pouvez voir ici que c'est plus cher qu'un poulet entier maître coq, et les ailes de poulet c'est plus cher qu'un poulet entier loué, et les croustilles chicken le gaulois c'est vraiment autour de 20 € le kilo, donc c'est assez cher, et les filets également, les filets de poulet c'est également un prix très très élevé. Donc vous pouvez voir ici qu'on a un range avec tous les types de produits, tous les types de consommateurs qui sont ciblés avec pas mal d'innovations, et on a vraiment un range de produits qui s'étend, un range de prix pardon et de produits qui s'étend de 5 € à plus de 30 € le kilo, donc ça fait vraiment une très très belle gamme à ce niveau-là. Voilà, je vous ai mis ici, je vous ai parlé tout à l'heure des œufs, meilleure protéine et meilleure biodisponibilité de la protéine au niveau de la chaîne d'acides aminés essentiels qui ne peut pas être produite par le corps. Et les œufs, au niveau du marché européen, le marché est estimé en croissance tant en volume qu'en prix. Et ici, je vous ai mis une petite courbe de Statista qui montre que le le marché des œufs est estimé en croissance de 7,5% par an de 2024 à 2028. Et donc on va passer de 29,21 milliards d'euros en 2024 à 39 milliards d'euros en 2028. Donc voilà une croissance annuelle moyenne très très élevée. Croissance des œufs, on va voir le pôle œuf au sein de LDC, c'est une activité à fort potentiel pour un ensemble à plus de 300 millions d'euros. LDC, c'est le numéro 1 des œufs en coquille plein air en France pour répondre à des cahiers des charges exigeants et spécifiques. Plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 225 salariés, 1,3 milliard d'œufs en France vendus. Loué Matine, c'est le deuxième acteur des œufs en France derrière, je ne vois pas, Village, je crois, je sais plus ce que c'est, et derrière, pardon, Village et derrière Lustucru. Et on a également Ovoteam, qui est spécialisé dans les solutions d'œufs à destination des professionnels de la restauration et des industries alimentaires, pardon. Et donc 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 salariés, 600 millions d'œufs, et on a un savoir-faire unique, et on a 2 milliards d'œufs sur 15 milliards d'œufs produits en France. Donc on a une très très belle part de marché sur l'œuf en France. Au niveau du traiteur, on a un marché adressable qui est énorme. Cooking fatigue, je vous l'expliquais tout à l'heure. Côté offre, on a une véritable montée en gamme, des industriels. On a une demande plus une offre qui est présente. Donc on a de la croissance, évolution du traiteur frais en grande et moyenne surface. 5 milliards 9 en 2018, 6 milliards 6 en 2022, marché en croissance. Ici, je vous ai également mis pour moi pourquoi la société est en croissance, parce qu'elle arrive à réinvestir son argent à un retour sur les capitaux employés actuellement de 18%, mais sur les 10 dernières années, c'était en médiane 14,76% de ROCE et au minimum 10% de ROCE, et on a toujours un retour sur les capitaux employés supérieur au coût du capital, ce qui permet vraiment une création de valeur pour toutes les parties prenantes. Au niveau également croissance externe, la société est championne en croissance externe parce qu'elle a fait plus de 50 croissances externes depuis sa création, et il faut savoir que ces croissances externes, elles restent autonomes et avec une certaine forme de décentralisation. On a vraiment en 2009, eu de grosses croissances externes avec Marie et Arrivé, donc presque plus de 700 millions d'euros, plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis en 2019. On peut voir également Sophie Protéol en 2015. Donc vous pouvez voir que chaque année, la société fait des acquisitions, qu'elles soient plus ou moins structurantes. C'est vraiment des grosses
C'est vraiment, ça fait partie de la stratégie du groupe de continuer à acheter des sociétés. Et donc là, je vous ai fait un pont, un bridge de croissance avec les sociétés qui sont acquises, donc les Delis Saint-Léonard acquis ou en cours d'acquisition comme le groupe Routio ou Indicpol, et on aurait une croissance juste avec les acquisitions entre 2024 et 2025 de 5,61%. Donc c'est plutôt pas mal, rien qu'avec les acquisitions actuelles. Donc Indicpol, c'est le leader de la dinde en Pologne. Voilà, 228 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12 millions d'EBITDA, 5% de marge EBITDA, avec un acteur intégré comme LDC, numéro 1 de la dinde en Pologne et du poulet en Europe, de la dinde en Europe et du poulet en Europe, avec vraiment un acteur intégré, notamment en Pologne, avec 15% de part de marché, et ça permettrait notamment de nombreuses synergies avec, on a des gros projets pour LDC de investir avec des synergies de coûts et des nouveaux produits pour porter les bidas, remonter les bidas et le ROC avec un chiffre d'affaires qui serait fait en Pologne de plus de 700 millions d'euros en année pleine. Donc voilà un petit peu pour cette acquisition d'Indicpol. Et le Délice Saint-Léonard, également déjà acquise. On a un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. On a vraiment 265 personnes et le projet du groupe, c'est qu'on a une capacité foncière. Donc si on veut agrandir, on peut agrandir l'usine. On a des synergies industrielles avec les outils existants du pôle traiteur et une implantation géographique complémentaire à celle des autres sites traiteurs. Au niveau de la dernière acquisition, c'est négociation avec le groupe Routio, donc soumis à l'autorité des marchés de la concurrence, à l'approbation de l'autorité de la concurrence, groupe familial, 72 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5,5 millions d'euros d'EBITDA. On a une gamme étendue de produits, carpaccio de bœuf, spécialité de charcuterie, de volaille, confit, découpe, volaille farcie, au traiteur frais et surgelés, y compris dessert, ainsi que des produits asiatiques. Donc vraiment encore des synergies qui vont être fortes sur ce secteur de la croissance externe, sur ce groupe Routio. Donc je pense qu'on a également une massification des achats de matières premières, de logistique, d'emballage qui peuvent encore augmenter un petit peu le levier opérationnel de LDC, donc la bottom line selon moi. Les résultats, voilà, taux de croissance annuelle moyenne de 8%, on l'a déjà vu, donc c'est très très beau, tant en termes de chiffre d'affaires que d'EBITDA. Au niveau du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle, on peut voir que en fait, depuis 2016, la marge opérationnelle se fait manger. 2016-2017, notamment avec les importations. C'est un peu de la concurrence déloyale parce que, on le verra plus tard, mais les coûts de production sont moins chers, la main-d'œuvre est moins chère, on est moins strict sur, par exemple, le pass sanitaire des volailles, donc elles sont moins surveillées, elles sont peut-être avec plus de médicaments, d'antibiotiques dans le corps, donc voilà, c'est un peu déloyal. Et on a également des élevages qui sont de plus de 2 millions de poules, notamment en Ukraine, et alors qu'en France, on est autour de 60-70 000 maximum. Donc au niveau du mix ROC LDC, on peut voir que le traiteur était vraiment en forte augmentation en rouge dans le mix du ROC, mais on peut voir qu'on s'est fait manger par l'inflation. L'objectif, c'est d'être de retour à une marge de 5%, et on peut voir ici, on est près de 0%. Donc là, c'est vraiment un objectif à court moyen terme du groupe, et on peut voir également que l'international a très très bien marché en 2022-2023 avec une marge EBIT ROC de plus de 8%, et également au niveau de la volaille française, on était à plus du pôle volaille, on était et amont à plus de 5% de marge opérationnelle en 2023. Donc ça s'explique notamment par l'influenza aviaire. Comme on va le voir ici, c'est qu'on avait une plus petite offre de volaille
on avait moins de volailles disponibles, donc des prix avec une demande toujours la même, donc des prix qui augmentaient et également une inflation des coûts qui a dû être répercutée, donc un prix de la volaille qui a augmenté assez fortement et finalement ça se répercute ici dans l'EBITDA par tonne vendue à 500 millions d'euros d'EBITDA par tonne de volaille. Donc voilà pourquoi on peut expliquer cette forte augmentation et ce pic alors qu'on était sur une très très légère croissance d'EBITDA par tonne vendue. Voilà. Au niveau de l'EBIT, on peut voir que c'est quand même, on peut tirer vraiment une croissance ici, mais on peut voir que depuis 2013, la société a fait de la croissance au niveau de son EBIT, son ROC. Donc voilà un petit peu pour le résultat opérationnel de LDC. Là, je vous ai mis, pour voir si la société est un peu cyclique ou pas, je vous ai mis la croissance du ROC, donc de l'EBIT annuel. Et je vous ai mis la moyenne et la médiane. Et on peut voir qu'on a eu quand même en 2008, 2009, 2011, là, un EBIT qui est fortement descendu. Donc, il faudrait que je creuse pour savoir pourquoi on a eu ça. Mais on a quand même une croissance moyenne de l'EBIT de 10,22% par an sur la totalité de la cotation de la société et de 5,54% par an en médiane. Donc, on est quand même assez solide et assez récurrent au niveau de la croissance parce que tous les profits ne sont pas égaux et selon moi c'est assez défensif. LDC c'est assez défensif et récurrent. J'ai mis un petit peu la marge brute ici, on peut voir qu'elle est en légère croissance. On est à 29,98%, donc presque 30% contre 29,27% sur la totalité de la société. Au niveau des free cash flow, c'est magnifique. On est quand même sur des free cash flow cumulatifs depuis 2014 de presque 854 millions d'euros. Donc la société est sur un marché mature. C'est une vache à lait, part de marché forte et donc forte génération de free cash flow. Voilà au niveau des flux de trésorerie. L'exercice 2023 a été très très profitable en termes de free cash flow et de variation de trésorerie disponible. On est monté à 380 millions d'euros de trésorerie nette, ce qui est vraiment énorme pour le groupe. Au niveau de dividendes, on a un rendement offert par LDC dans l'absolu qui est vraiment faible, en dessous des 3%, pardon. On a une moyenne 10 ans autour de 1,6%, mais on a une légère amélioration du taux de distribution qui passe de 18% à plus de 21% en 2022. Donc je pense que la société va continuer à verser un dividende stable et pérenne dans le temps. Maintenant, on passe au niveau du bilan. On peut voir qu'au niveau du bilan, on a un peu de goodwill. J'aime pas trop ça parce que ça veut dire qu'on a un peu surpayé les acquisitions, mais ça reste presque insignifiant face aux immobilisations corporelles. Donc on a un bilan très très solide, on a 1,1 milliard d'immobilisations corporelles qui sont également amorties dans les comptes. Donc c'est pas la vraie valeur d'achat de ces immobilisations. Donc on le verra après, mais on a pas mal de choses dans ces immobilisations corporelles. On a des stocks pour 451 millions d'euros, on a des créances clients pour 691 millions d'euros. Et au niveau trésorerie, on est très très bien avec 527,574 millions d'euros d'actifs courants de gestion de trésorerie et trésorerie équivalent de trésorerie presque 400 millions d'euros. Donc le bilan est très très solide du côté des actifs, on n'a pas trop de goodwill. Là, je vous ai mis le leverage. Bref, on n'a pas de leverage, on a 400 millions d'euros de trésorerie, je pense plus de 400 millions d'euros de trésorerie à la fin de cette année. On aura les résultats fin mai de LDC. Voilà, au niveau trésorerie nette, on a 834,823 millions d'euros, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que cette trésorerie va commencer à rapporter de l'argent. Donc au S1, on était à 6 millions d'euros de résultats financiers, notamment grâce à cette trésorerie placée sur des valeurs mobilières de placement, donc sur les taux monétaires actuels autour de 4%.
Voilà, au niveau des immobilisations corporelles, on peut voir que on a, euh, on a au total ici 2 milliards d'immobilisations corporelles euh, en, euh, en net. On a 1 milliard 1 pardon, je me perds. En net, on a 1 milliard 1 d'immobilisation corporelle et en total, on a 2 milliards 3. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On a des 30 millions de terrains, presque 700 millions d'euros de construction, installation technique et matériel et outillage, on a 1 milliard 2 et autres immobilisations corporelles, on a 118 millions d'euros, notamment peut-être la logistique en propre. Donc voilà un petit peu pour le bilan. On a vraiment des choses en face dans le bilan si la société se met à faire faillite, même si ça ne va pas être le cas. Au niveau des dettes fournisseurs, c'est à surveiller, elles sont en légère augmentation par rapport à... Maintenant, c'est pas à surveiller, justement, c'est très positif, pardon, par rapport à 2022. Ça veut dire qu'en fait, on encaisse nos clients plus tôt et on paye nos fournisseurs plus tard. Et c'est synonyme de très très bonne gestion du BFR de la part de LDC. Analyse par échéance de la dette. Donc on a une dette qui est à plus d'un an pour 228 millions d'euros. Ensuite, entre 1 et 5 ans, à moins d'un an, 228 millions d'euros, donc des dettes assez court terme. Entre 1 et 5 ans, 190 millions d'euros. Et à plus de 5 ans, 35,9 millions d'euros, soit une dette totale de 454 millions d'euros. Au niveau du BFR d'LDC, il est vraiment très très bien géré. En jours de chiffre d'affaires, il est autour de 4 jours de chiffre d'affaires. Donc vraiment, c'est un BFR géré d'une main de maître, ce qui permet à la société de ne pas être sous l'eau et de gérer beaucoup de cash. Et on a un niveau le modeste niveau relatif des marges du groupe inhérent à l'industrie est très bien compensé par un BFR qui représente moins de 10 jours de CA et qui est relativement stable à travers le temps du fait d'une extrême discipline de la part de la direction et des relations de long terme avec les parties prenantes d'après LDC. Donc voilà un BFR géré d'une main de maître. Au niveau bilan, la génération de cash a plutôt été amputée par les forts investissements industriels évoqués précédemment. Ainsi, les capex du groupe ont atteint jusqu'à 5% du chiffre d'affaires en 2016, 4,8% en 2022 pour une moyenne autour de 4,5%. Donc free cash flow en pourcentage de CA vs capex en pourcentage de CA. Et là, on est sur des capex assez élevés, mais j'espère qu'ils vont diminuer et de toute façon, ils sont maintenus. La société va continuer à faire croître sa top line et bottom line tout en ayant finalement un pourcentage de capex qui va diminuer, il va être dilué. Donc selon moi, c'est pas dangereux, même si la société est, on va le dire, capex heavy. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Capex industriel du groupe entre 2013 et 2022. Donc on peut voir ici qu'on a vraiment des capex assez élevés et en 2022-2023 on est autour de 4,2%. Donc on a des capex de maintenance autour de 1 million d'euros par site industriel selon encore une fois Euroland. Et LDC a dépensé plus de 500 millions d'euros dans son actif depuis 2015. Et ces investissements ont porté leurs fruits. Et voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. On a une mécanisation et une automatisation des sites qui ont permis d'accroître la productivité du groupe avec des volumes commercialisés qui ont presque doublé en 10 ans. Donc ces investissements ne servent pas à rien. Donc voilà ce qui est assez intéressant. Volaille Amont, international et traiteur. On investit dans tous les pôles du groupe. C'est très intéressant. Au niveau du bilan, voilà le plan qui est le projet Niagara. C'est poursuite de la reconquête des importations et une spécialisation de l'outil industriel. Donc consommation globale de volaille, demande croissante d'origine France. Donc on a un plan d'investissement pour la mise en place d'un nouveau schéma industriel. Ça sera 200 millions d'euros sur 4 ans, donc 800 millions d'euros, avec pour objectif de moderniser pour gagner en compétitivité, augmentation capacitaire, spécialisation, réduction de l'exposition au risque d'influenza aviaire, doubler les volumes à destination de la restauration rapide d'ici 2028 et donc
développement des capacités en Bretagne au sein du pôle SVB, spécialisation des sites en Mayenne et en Normandie, et abattage d'Inde du groupe réparti sur 5 abattoirs du groupe contre 6 actuellement. Donc voilà, un petit peu pour le plan pardon, Niagara. Et donc, intensification des investissements pour creuser l'écart, un nouvel abattoir pour le site de Servet, coût du projet 23 millions d'euros, plateforme logistique de 5600 m² à Laval, 16 millions d'euros, ligne de découpe Cédar 7 millions d'euros, nouvel atelier Selvia Charcuterie Atelier Lardon 10 millions d'euros. Donc voilà un petit peu pour l'allocation de ce capital et le renforcement du bilan avec des investissements et renforcer les capacités du groupe de production également. Donc voilà un petit peu investissement par catégorie ici, productivité, rendement, capacité et innovation, 58% des investissements en 2023-2024, avec 21% également de renouvellement, 5% environnement, 6% bien-être animal et sécurité et QVT, 10%. Au niveau du management maintenant, le management est clairement aligné avec les minoritaires, il est skin in the game. Je vous l'ai mis ici 1,7 milliard des tensions des familles, elles possèdent 1,7 milliard à travers LDC, donc c'est vraiment pas mal. On a quand même un faible flottant, c'est à souligner quand même comme un léger défaut du groupe parce qu'on a 13% de flottant seulement, voilà un petit peu ici. Et on a également un fonds action LDC qui permet aux salariés d'investir dans la société et ils détiennent un peu plus de, ils détiennent 4,4% du capital actuellement. Et donc, il faut noter depuis 2018 une accélération de ce développement avec des augmentations de capital successives, sauf en 2019 réservées aux salariés du groupe, notamment aux managers. Une fois encore, la mise en place de ce plan va dans le bon sens et peut être garante de la performance long terme de l'entreprise, mais aussi d'une gestion destinée à maximiser la valeur actionnariale. Donc voilà un petit peu ici, ça dilue un petit peu chez LDC, donc voilà c'est incentivé, ça permet d'incentiver les managers et en fait ils ne peuvent pas se permettre d'annuler des actions parce qu'on a un faible flottant et ils sont en train vraiment de travailler sur la gestion de ce flottant et pourquoi pas augmenter ce flottant avec une acquisition significative à ce niveau-là. Encore une fois, le management, on a une société anonyme à directoire et conseil de surveillance et on a deux éléments très forts chez LDC, c'est une présence accrue de l'actionnariat familial au sein du conseil de surveillance, d'ailleurs présidé par l'ancien directeur financier et maintenant Denis Lambert actuellement, donc ancien PDG du groupe sur 20 ans. Et on a un directoire entièrement tourné vers l'opérationnel et le développement économique de l'entreprise avec les missions suivantes: stratégie du groupe mise en œuvre, objectifs de performance, allocation des différentes ressources à disposition humaine et financière, etc., etc. Donc voilà un peu pour le management qui est qualitatif. Au niveau rémunération, je trouve que la rémunération pour une société de cette taille est très très convenable. Donc j'ai cherché dans le DU 450 000 euros pour Denis Lambert, président du directoire, Christophe Lambert également de la famille, 308 000 euros, 240 000 euros pour Thierry Lambert, également membre du directoire et de la famille. Donc Philippe Gelin, nouveau président du directoire, 344 000 euros. Et Stéphane Salle, membre du directoire, 320 000 euros. Bon, c'est quand même des grosses sommes en relatif par rapport à des particuliers, même aux salariés, mais les PDG ne se gavent pas. Passons maintenant à l'ESG. L'ESG, on a une stratégie de bientraitance animale qui est renforcée. Donc, ils ont vraiment un objectif d'élevage durable, notamment nature d'éleveur, label rouge bio, AOP France, avec 100% des éleveurs engagés sur les conditions de respect de l'animal au sein de l'élevage, favoriser le confort et la santé des volailles, contrôle indépendant, BEA, qualité environnement, politique de rémunération incitative sur des critères de qualité, plus protection animale. Donc ce sont les conditions de respect de l'animal, de ramassage jusqu'au site de transformation.
Donc caméra de vidéosurveillance sur 100% des sites à fin 2025. Étourdissement sous atmosphère contrôlée, formation à la manipulation des animaux, contrôle extérieur indépendant. Et donc, mise en place d'un reporting d'indicateurs bien-être et de protection animale à atteindre l'échelon 3 du BBFAW, égale bien-traitance animale, un socle éthique local contrôlé pour l'ensemble de nos productions, la transparence des pratiques de notre filière. Voilà un petit peu pour la stratégie ESG de LDC, lancement de la stratégie d'atténuation et d'adaptation au climat et à la biodiversité. Donc on a vraiment 6 objectifs en faveur de l'environnement. Je vous laisserai les lire si vous êtes intéressé. Mais atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, biodiversité, économie circulaire, pollution, eau. Donc ils sont vraiment en phase là-dessus. C'est vraiment pas mal parce que la société a un gros risque ESG quand même. Et donc, 2 mesures déjà engagées, intrants alimentaires des volailles, utilisation d'acides aminés locaux, partenariat LDC Metex pour réduire la dépendance au soja importé, énergie, évolution portant sur la quantité consommée, le mode de production et le rendement. Donc voilà un petit peu pour LDC. On essaye vraiment d'optimiser ce point de vue-là ESG, donc élever durablement, bien nourrir, mieux vivre ensemble et respecter la terre. Donc on a pas mal de métriques avec des objectifs à atteindre pour LDC dans ces 4 pôles, et donc ils sont en phase et ils essayent chaque année d'améliorer ces métriques pour les 4 pôles. Au niveau des risques menaces, donc on a un risque de crédit qui est quand même assez faible finalement, mais on a un risque de créance commerciale quand même, avec des impayés qui pourraient générer des pertes financières pour le groupe, même si la société est cash positive, ça va quand même permettre cette gestion du risque crédit de faire payer les clients plus rapidement et donc minimiser le risque de certaines catégories de créances. On a également un risque de liquidité. On a quand même 480 millions d'euros de trésorerie nette, donc le risque de liquidité n'est pas vraiment présent. De même pour le risque de taux d'intérêt, risque de change. Plutôt au Pays de Galles, en Pologne et en Hongrie. Non, en Pologne, ouais, il y a le zloty en Pologne. En Hongrie, je ne connais pas la monnaie, mais il y a un risque de change quand même. Et on a un risque matière première. Et donc, LDC, dans le cadre de sa gestion des risques sur les achats, réalise des achats et ventes à terme de matières premières auprès des agriculteurs ou des clients. Et donc, ils arrivent à bien gérer ce risque sur les matières premières. Au niveau des risques menaces, j'ai noté quand même le commerce extérieur français de viande de volaille. Donc en fait, on importe de plus en plus de volailles et on exporte de moins en moins de volailles, ce qui fait que en 2022, la production de volailles et la forte inflation ont dégradé le déficit commercial de la France, qui est assez élevé. On peut voir ici les exportations en beige et les importations en brun, et le solde de déficit de volailles de France. Donc c'est assez triste de voir cette chose-là, parce qu'en fait on a une part de plus en plus importante des importations, de la consommation de volailles des Français, notamment à cause de l'augmentation de la consommation de la restauration hors domicile. Au niveau, ici, je vous ai mis un article de l'Humanité sur les importations qui ruinent les éleveurs de volailles en France. Et donc, on peut voir que la consommation de volailles en France en 2023 a quand même augmenté. Mais l'Ukraine, polémique avec l'Ukraine, elle exportait 90 tonnes de volailles en France par an dans les 27 pays membres de l'UE27 sans droit de douane, mais on a enlevé tout ça et on a autorisé 200 000 tonnes par an de volailles qui proviennent de gros élevages industriels détenus par les oligarques. Donc comme je vous l'ai dit, main-d'œuvre moins chère, main-d'œuvre, coût de production moins cher, matières premières moins chères. Au niveau des élevages, on élève en masse des élevages de 2 millions de poulets, donc c'est vraiment dégueulasse. Et vous, si vous allez, pardon pour le terme, mais si vous allez en restauration hors domicile et que c'est pas marqué la provenance de la viande,
Donc dans les fast-food, tout ça, vous mangez sûrement de la viande ukrainienne et on le verra encore pire après. 500 000 tonnes de poulets brésiliens sont exportés chaque année en Europe. Voilà pourquoi en fait on a autant de volailles qui se déversent en France, c'est à cause de la restauration hors domicile de la volaille de moindre qualité. Moi je suis absolument contre les importations de volailles en France. On devrait mettre des droits d'entrée, des taxes, parce que on a vraiment une volaille non surveillée, pas de qualité, elle fait du voyage, c'est pas très très bon pour ça. Et donc on a 65% des ménages qui consomment la volaille à leur domicile contre 35% pour la restauration hors domicile, et on était à 92% en domicile en 2005 et 8% hors domicile. Donc en fait c'est à cause de tout le monde qui mange en restauration hors domicile. Ils essayent de se gaver sur les intrants, sur les marges des poulets. Ils achètent des poulets de daube, et donc vous mangez du poulet de daube en restauration hors domicile. De 1, c'est pas bon pour votre santé, de 2, pour votre portefeuille, et en plus vous mangez vraiment du poulet brésilien, thaïlandais, voire ukrainien, donc c'est vraiment pas bon, et c'est à cause de ça qu'on est en train de mettre en difficulté la filiale française au niveau de la volaille. Et donc on a premier importateur la Pologne, ensuite la Belgique, ensuite les Pays-Bas, et il est à souligner que les importations d'Ukraine, du Brésil, de Thaïlande transitent par d'autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, la Hongrie, la Tchéquie, des pays en provenance desquels les importations sont en forte hausse. Donc en gros, comment ils font un micmac comme ça pour pas mettre poulet ukrainien du Brésil ou de Thaïlande? Et ben en fait ils font emballer les poulets aux Pays-Bas, en Hongrie, en Tchéquie, pays en provenance desquels on a des fortes augmentations des importations, et une fois que c'est emballé là-bas, et ben ils peuvent mettre poulet des Pays-Bas, de la Hongrie, de la Tchéquie. Donc c'est vraiment un cheat code vraiment sale pour les consommateurs. Et donc voilà, les pays d'Europe centrale en plus à bas salaire, donc ils sont déjà faits avec les poulets, ils sont déjà élevés en batterie de plus de 2 millions, avec des coûts de main d'œuvre moins chers et des céréales moins chères, mais en plus de ça, ils sont emballés dans des pays à bas salaire pour être découpés en morceaux puis exportés dans l'Europe de l'Ouest, dont la France. Et on a des majorités des importations qui sont constituées de filets, 370 000 tonnes, de cuisses 142 000 tonnes et de préparation 140 000 tonnes. Ce sont des produits très utilisés par les professionnels de la restauration hors domicile et les industries de la transformation en produits élaborés, cuisine et charcuterie. Et donc, c'est donc en comparant les prix que l'immense majorité des ménages se rabat sur le poulet standard. Donc voilà un petit peu pourquoi les gens ne consomment, pourquoi on a de plus en plus d'importations. Et donc c'est surtout de cette manière que recule notre souveraineté alimentaire en France. Donc en mangeant ces choses-là, vous vous retrouvez avec vraiment une souveraineté alimentaire en France mise en péril. Et vous mangez des poulets thaïlandais. Moi, ça m'enchante pas personnellement. Au niveau des risques menaces, au niveau des menaces, on peut noter l'élasticité de la demande de la volaille qui pourrait s'accroître à un certain palier de prix, une pression de la GMS sur les prix et une bataille sur les marges, pas de contrôle du prix des intrants, alimentation animale, décalage entre une partie des hausses des coûts et des hausses de tarifs, grippe aviaire, conditions météorologiques, risque de controverse ESG évident. Donc voilà un petit peu pour les menaces de la société LDC. Donc ça c'est le SWOT fait par Euroland. Au niveau des forces de la société, on a quand même plus de 40% de part de marché sur le segment de la volaille en France, en GMS, en grande et moyenne surface. On a des marques fortes implantées dans le paysage du secteur, donc dans l'esprit des consommateurs des Français, Louis Le Gaulois à Maître Coq. Un actif de production moderne et bien investi, une capacité d'innovation de 130 personnes en restauration hors domicile, en R&D, recherche et développement, pardon, je suis matrixé. Un modèle simple, éprouvé et efficace, un acteur incontournable pour les éleveurs français, la stabilité d'un actionnariat familial et long terme. Au niveau des faiblesses,
On a un cœur de métier qui peut manquer d'attractivité, une perception de l'entreprise à moderniser, un potentiel d'expansion des marges relativement faible, même si selon moi, on a quand même, avec une massification des intrants et une centralisation de plus en plus importante de la logistique, de l'emballage, tout ça, on a encore un petit levier opérationnel si la société continue à croître, notamment dans le traiteur comme elle le fait, mais également à l'international en Pologne où on va avoir de très très grosses synergies à ce niveau-là. Une maturité de marché, en particulier celui de la volaille, difficile à estimer. C'est vrai que le marché est mature et en très très faible croissance, mais vu qu'on a des parts de marché fortes et on gagne des parts de marché face aux autres, ça permet vraiment d'être structuré et on n'a pas de concurrents qui peuvent venir nous manger sur la volaille française. Faible liquidité du titre à relever également. On a seulement 13% de flottants en bourse, donc c'est assez faible à ce niveau-là. Les relais de croissance clairs sur le traiteur et à l'international, développement organique et M&A, donc Merge and Acquisition, donc ça c'est plutôt pas mal. La consommation de volaille est en croissance à l'opposé de celle des autres viandes, du potentiel sur la restauration hors domicile et des produits alimentaires intermédiaires face aux importations. Position de trésorerie largement excédentaire pour financer la croissance et de forts progrès sur le bien-être animal à développer encore davantage. Au niveau, ici, je vous ai mis, en fait, on a une indexation des prix des matières premières désormais encadrée par la loi Egalim avec la GMS. Donc, en fait, les éleveurs, le principe, c'est une non-négociabilité des matières premières agricoles, et on a une clause de révision automatique des matières premières. Donc, au niveau du tarif que peut proposer LDC, c'est en fait, au niveau des éleveurs, on a un complément à la contractualisation avec une révision automatique du prix des matières premières agricoles. Donc, LDC rémunère plus fortement les éleveurs en fonction du prix des matières premières selon l'indicateur référent Itavi qu'on va voir après. Et ensuite, LDC révise automatiquement les tarifs sur la part des matières premières agricoles aux clients, notamment avec la GMS. Et donc, on fait une clause automatique sur les matières premières et ensuite pour les charges opérationnelles, c'est vraiment LDC de négocier de gré à gré avec les clients de la GMS et donc ça répercute automatiquement les matières premières. Je trouve ça bien lorsqu'il y a une forte inflation, au moins il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Donc là on peut voir ici que c'est le prix d'un panier de 40 matières premières sont suivis mensuellement et d'ici sur 3 mois et les coûts des transports sont indexés sur l'indice transport régional publié mensuellement par le comité national routier. Et 3 matrices, besoins nutritionnels des animaux, caractéristiques et coûts des matières premières, contraintes d'incorporation, mini et maxi ont été revues et validées avec des professionnels de l'alimentation animale et de nouvelles matières premières ont été introduites. Donc là on peut voir ici que en production de volaille de chair, l'aliment représente 65% du coût de production du vif et le coût de matière première environ 80% du coût de l'aliment, soit 52% du coût vif et environ un tiers du coût de la volaille à la sortie de l'abattoir. Et on peut voir ici que l'indexation des matières premières, donc l'indice Itavi était très très élevé à 180 en février-mars-avril 2022, après bien sûr le conflit russo-ukrainien et vous le savez qu'il y a une forte inflation, je ne vais pas vous le décrire, mais depuis c'est en forte baisse et du coup ici on va avoir une indexation, une baisse des prix sur la volaille et un retour sur les volumes mais un effet prix qui sera moins élevé chez LDC. Au niveau de la répartition des coûts de production d'un poulet label rouge, on peut voir ici qu'on a charge variable hors aliments et poussin à 28 centimes, 1,36 € d'aliments, 28 centimes de poussin, 55 centimes de charge fixe hors main d'œuvre et non salariée et on a des charges supplétives aux alentours de 38 centimes qui sont la main d'œuvre non salariée. Donc voilà un petit peu pour le coût total, on est à 2,86 € par kilo équivalent carcasse
au niveau d'un poulet label rouge, ça s'est arrêté à 2020, les coûts ont dû exploser. Et la composition du prix d'un poulet entier label rouge en GMS, donc on pouvait voir avant que c'était un peu moins de 3 euros, et en GMS c'est 5,26 euros par euro par kilo, pardon. On peut voir que coût entrée à l'abattoir, c'est 2,57 euros, 1,11 euros indicateur marge brute de l'industrie d'abattage et découpe, 1,76 € de marge brute de la distribution en GMS. Donc ça coûte très cher à la GMS quand même, et 30 centimes de TVA, ce qui on arrive à 5,26 € en 2021 pour un poulet label rouge en GMS. Maintenant, on passe tout de suite à la concurrence. On a trois concurrents, on a deux concurrents que j'ai relevés. C'est Scandi Standard, mais ils sont seulement dans les pays nordiques. On a Pilgrim's Pride, qui est un concurrent en France, et Ingrams, c'est au niveau des pairs, mais c'est une société qui est australienne et néo-zélandaise, donc ne nous intéresse pas. Donc Pilgrim's Pride, c'est une société américaine qui se consacre à la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de produits frais, congelés et à valeur ajoutée à base de poulet et de porc aux détaillants et aux distributeurs et aux opérateurs des services alimentaires. Donc on peut voir déjà ici qu'elle ne fait pas que du poulet, elle fait également du porc, donc ça va pas être un très très gros concurrent de LDC, qu'elle est aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe et au Mexique. Et que sur les 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'elle fait en 2022, il y a seulement 30% qui est fait en United Kingdom et en Europe, donc c'est pas notamment un gros concurrent. Si on regarde un petit peu les marges la marge EBIT de Pilgrim's Pride, on est vraiment une marge qui fluctue fortement par rapport à LDC. On peut voir que c'est vraiment plus lisse l'EBIT margin. Donc on a une société qui est quand même mieux gérée chez LDC et on a vraiment moins de fluctuations. Et on peut voir actuellement que Pilgrim's Pride est à 3,48% de marge EBIT contre 6,49% pour LDC. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. LDC est quand même meilleure et je pense qu'elle maîtrise mieux le marché européen et français que Pilgrim's Pride. Au niveau des revenus, on a une très belle croissance de Pilgrim's Pride et également de LDC. Donc ici, on ne sait pas ce qui vient précisément en Europe ou pas. Donc en vrai, on a un périmètre plus large, donc on peut pas vraiment comparer à LDC. Au niveau de Scandi Standard AB, c'est une société qui commercialise et vend des produits à base de poulet réfrigéré, congelé et prêt à l'emploi en Suède, Norvège, Irlande, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe et à l'international. La société opère à travers le segment des opérations suédoises. Il comprend une chaîne de production entièrement intégrée depuis l'élevage de poulets de chair jusqu'à la commercialisation de produits à base de poulet. La société a été fondée en 2013 et son siège est à Stockholm en Suède. Donc voilà un petit peu pour cette société Pilgrim's Pride. Scandi Standard, pardon, je suis matrixé, la société suédoise. Elle a un CAGR, un taux de croissance annualisé moyen du chiffre d'affaires de 8,2%, donc c'est semblable à LDC, sauf qu'elle a un ROCE vraiment très inférieur autour de 10%, pendant qu'LDC actuellement a un ROCE autour de 17%, supérieur à 15%, on va dire. Donc c'est pas une concurrence vraiment très forte à ce niveau-là pour LDC. Donc je vous laisserai aller lire précisément si vous voulez voir pour la société, mais voilà un petit peu pour la comparaison de valo. Scandi Standard, par contre, on est à peu près sur la même qualité que LDC, mais ça se paye beaucoup plus cher. J'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Peut-être que les marchés nordiques sont plus chers en termes de valorisation relative, mais on est presque 3 fois plus cher en termes d'enterprise value sur EBIT par rapport à LDC. On a des revenus en couronne suédoise, donc on ne peut pas trop comparer, mais on a quand même de la dette chez Scandi Standard, contrairement à LDC qui est cash positif. Donc moi je comprends pas cette valorisation qui est 3 fois plus élevée. Et leur objectif c'est 5 à 7% de croissance organique, plus de 6% de marge EBIT, ROCE supérieur à 15%, et le reste c'est des critères ESG.
Et là, je vous ai mis Pilgrim's Pride, Scandi Standard et LDC en termes de V sur EBIT. Donc on peut voir ici que LDC est presque 3 fois moins cher par rapport à Scandi Standard et plus de 3 fois moins cher par rapport à Pilgrim's Pride. Et en termes de price earning, on a 9,2 fois les bénéfices pour LDC, 18,4 fois pour Scandi Standard et 26,3 fois les bénéfices pour Pilgrim's Pride. Donc j'arrive pas à comprendre ces valorisations élevées chez les autres concurrents qui sont notamment, je pense, plus cycliques. Et pourquoi ils sont pas plus survendus, les gens n'arbitrent pas vers du LDC. Alors pour LDC, j'ai fait une valorisation à 5 ans pour avoir un objectif de cours et j'ai fait un ROC, donc une croissance de la bottom line de 5% par an dans le cas optimiste et 2,5% par an dans le cas pessimiste. Et on peut voir qu'on aurait en 2029 396 millions d'euros de résultats opérationnels courants ou d'EBIT pour ceux qui parlent anglais, ou dans le pire des cas et dans le meilleur des cas 447 millions d'euros de résultats opérationnels courants, dans le meilleur des cas 5% de croissance annualisée. J'ai mis une génération des free cash flow actualisée à 9%, je crois, 8%, je ne sais plus, faudra que je vous reconfirme ça, mais j'ai mis une génération des free cash flow qui diminue quand même parce que l'argent actuel est moins cher que l'argent futur à cause de l'inflation. L'argent actuel est plus cher que l'argent futur à cause de l'inflation. Donc on préfère avoir 100 euros maintenant que 100 euros dans 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on actualise les free cash flow. Et donc voilà un petit peu la génération de free cash. J'ai mis une diminution pour être précautionneux et j'ai diminué de 30 millions les free cash flow du best case de Euroland ici dans le worst case en orange. Et on aurait finalement un VE sur ROC dans le best case de 2029 de 3,8 fois EV sur EBIT au cours actuel. Donc c'est vraiment une société donnée, presque je dirais, et 4,76 fois EV sur EBIT en worst case. Donc dans le pire des cas, c'est quand même pas cher et on aurait une trésorerie nette qui va se renforcer fortement. Donc best case, on a 900 millions d'euros de trésorerie nette et worst case 756 millions d'euros de trésorerie nette. Donc voilà un petit peu pour ma valorisation et ça me donne un potentiel de hausse à 8 fois EV sur EBIT qui est l'historique de 80% dans le best case avec les dividendes réinvestis et de 59,10% dans le worst case dividendes réinvestis. Donc dans le best case, je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir, mais je vous mets ma valorisation que j'ai fait, mon petit tableau, et on peut voir qu'on aurait avec 80% de upside en 2029 au cours actuel 12,54% par an de performance. Donc en fait, ce best case, il est quand même à la fois, je dirais, réaliste. Il est vraiment réaliste. Je n'amplifie pas les chiffres, je n'embellis pas les chiffres. Pour moi, c'est vraiment réaliste. Et le worst case, c'est vraiment pour être très très conservateur, avoir le pire scénario. Et donc 59,10% de upside, ça nous donnerait 9,73% par an. Et je vous ai mis ici la moyenne des deux cas. Donc un scénario assez intermédiaire, on serait à 11,14% par an de croissance de l'action. Donc selon moi, c'est plutôt pas mal pour LDC. Au niveau de la performance boursière, on est à sans les dividendes de 842%, soit 8,21% par an depuis 95. Et ensuite, dividendes réinvestis, on est à 1411%, soit 10% annualisé, dividendes réinvestis. Donc voilà un petit peu pour cette performance boursière. Donc pour conclure cette vidéo, LDC, ils font des investissements actuellement à contre-cycle pour regagner des parts de marché face aux importations. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Ils ont pour objectif d'être leader de la volaille en Pologne et avec l'acquisition de Indicpol, j'espère que ça va se faire. Et ils pourront également mieux comprendre les importations en France parce que la Pologne, c'est le premier pays importateur de volaille en France, comme on l'a vu, plus croître dans ce pays.
On a un marché mature en France, donc une vache à lait qui finance les investissements pour la croissance organique, R&D et la croissance externe. On a une société de moins en moins cyclique avec l'intégration de toute la chaîne de valeur. On a un léger levier opérationnel, selon moi, avec la massification des intrants, de la logistique, des matières premières, selon moi, et de l'automatisation et de l'industrialisation. Et donc, on peut mettre une mise en place une stratégie de réduction des coûts de production, comme un peu Veralia, même si c'est pas du tout le même secteur. On a un business simple à comprendre, on a un actionnariat avec toutes les parties prenantes, on a un actionnariat aligné avec toutes les parties prenantes et donc les minoritaires. On a une courbe en U des marges lors des acquisitions moins rentables à l'achat, puis des synergies et remontée des marges. On a un business résilient tant en termes de top line que de bottom line. On a un BFR, besoin en fonds de roulement, très bien géré. On a un ROCE élevé, on gagne des parts de marché. On a une allocation du capital pertinente entre réinvestir dans le business, les dividendes et la croissance externe. Et on a, on a un double levier sur le cours, retour à la moyenne de la valo, plus croissance des bénéfices par action. Donc on a un double play. Donc là, on a vraiment un risque rendement très très intéressant chez LDC malgré les importations et le risque ESG inhérent à ce type de business. Donc voilà un petit peu, cette vidéo a été assez longue. Merci de la partager si ça vous a plu, de commenter la vidéo. Dans la description, vous avez mon Substack sur lequel je publie des articles, mon portefeuille, et je vais faire des recherches comme celle-ci, plus écrites, que ça vous prenne moins de temps. J'espère vraiment que ce type de format on vous plaît, où on va vraiment dans le détail de la société. Donc le Substack, c'est 5 € par mois ou 4,2 € si vous prenez l'abonnement annuel. Donc vous pouvez suivre mon portefeuille en temps réel, mes recherches, mes thèses d'investissement sur les sociétés du portefeuille, et je vais me mettre à de plus en plus écrire dessus. Là, je vais préparer un article sur les résultats annuels de Groupe Guillain, donc ce que j'en pense. Donc voilà un petit peu là-dessus, et vous avez également mes liens pour mes brokers PEA, pour une assurance vie, etc., etc. Vous avez les liens de parrainage dans la description si ça vous intéresse. C'était Invest Academy. Ça m'a fait un plaisir de faire une vidéo de ce format long, mais c'est quand même assez long. C'était vraiment un grand plaisir, et je vous dis à la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à visionner la vidéo qui s'affiche juste au-dessus et à vous abonner. Ciao ciao.